Bonsoir à toutes et à tous. Les conditions sanitaires sont telles que nous sommes contraints de procéder ainsi, en distanciel comme on dit. Là-bas, l'Association belge des athées continue bien sûr à organiser des conférences-débats et c'est donc en fonction des mesures qu'il est décidé de travailler en présentiel ou pas. ABBA continue bien sûr l'édition des livres, revues, sans oublier non plus la newsletter. Le sujet de ce soir concerne notre espérance de vie, le vieillissement, ou plutôt l'absence de vieillissement, qui pourrait être lié avec le recul du besoin d'un Dieu. Nombre de croyants disent en effet qu'ils sont croyants parce qu'ils ont besoin de croire. Le titre de la conférence est donc « Quand la quête de la vie éternelle avance, celle du besoin d'un Dieu recule ». Le sous-titre « Perspectives scientifiques et sociales dans le cadre des recherches pour une vie sans vieillissement ». Et vous qui nous écoutez, vous avez bien sûr tous lu la présentation détaillée sur Internet. Je n'en répéterai donc que quelques mots. Technologie, augmentation de l'espérance de vie, amortalité, et pas seulement pour les moins favorisés, pour les plus favorisés, je me trompe, risques existentiels encourus, enjeux sociaux fondamentaux et évidemment l'athéisme. Notre conférencier de ce soir est Didier Kernel, que je vais vous présenter en quelques mots. Didier Kernel est vice-président de l'Association française transhumaniste, coprésident de l'association, excusez mon anglais, Healthy Life Extension Society, également membre du conseil d'administration de l'International Longevity Alliance et également militant écologiste et progressiste. Il a publié les ouvrages suivants en 2013 « Et si on arrêtait de vieillir ?» en 2016 avec Marc Roux, « Le transhumanisme au service du progrès social ». Je vais lui céder la parole et après son exposé illustré de slides, il est bien entendu prévu un temps pour vos questions et les réponses de notre conférencier. Certains nous sont déjà arrivés avant cette soirée, mais vous pouvez poser les vôtres ainsi que nous faire part de vos réflexions en ligne. Et je les exprimerai à votre place avec plaisir. Bonjour. Eh bien, donc je suis très heureux de parler pour la première fois, je pense, pour une conférence spécifiquement vers des athées. Et donc le sujet sera je vais parler de liberté, d'égalité, d'immortalité et de transhumanisme. Voilà le démarrage maintenant. Et donc je vais parler, comme il a été dit déjà, en tant que coprésident de l'association Healthy Life Extension Society et en tant que vice-président de l'association française transhumaniste Technoprog. Je parlerai principalement des questions liées à la longévité, mais avant d'aborder cela, je commencerai par tout ce qui est le transhumanisme. Qu'est-ce que c'est que le transhumanisme? Qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs types d'évolution technologique qui sont souhaités. Et donc l'ensemble des mouvements qui se réclament du transhumanisme sont assez divers. Il y a d'abord ce que j'appellerais des transhumanistes, pour commencer par le plus effrayant peut-être, des transhumanistes catastrophistes qui pensent que des affrontements sont inévitables entre personnes favorables au progrès social, au progrès technologique et personnes qui sont opposées. Il y a des transhumanistes singularitariens. Alors, qu'est-ce que c'est que la singularité? La singularité, c'est l'idée que le progrès technologique suit une courbe exponentielle et qu'à un moment, ces développements technologiques vont aboutir à une situation dans laquelle l'être humain est dépassé par la machine, qu'elle soit d'ailleurs consciente ou pas, mais en tout cas, la machine, l'intelligence artificielle devient supérieure et se développe elle-même et progresse à une vitesse qui n'est plus compréhensible à l'humain. Donc c'est encore une fois une vision mécaniste, c'est-à-dire c'est une vision
d'une évolution inéluctable, d'une sorte de sens de l'histoire, et nous y reviendrons peut-être dans les questions. Alors souvent on voit les transhumanistes, pour les gens qui sont opposés surtout, comme inégalitaires, y inclus fascisants. Donc il y a eu, évidemment, avant la Seconde Guerre mondiale et même pendant la Seconde Guerre mondiale, l'eugénisme et le nazisme pour la sélection d'êtres humains les plus capables, et ces objectifs d'inégalité sont aujourd'hui, à ma connaissance, totalement disparus du champ politique des transhumanistes. Il y a beaucoup de transhumanistes qui sont, on va dire, libertariens. Donc les libertariens, pour le champ des technologies, on parle parfois également de transhumanistes extropiens. Donc ils pensent que les inégalités ne sont pas nécessairement souhaitables, mais en tout cas qu'elles peuvent être nécessaires pour progresser. Et il y a l'aspect, disons, de ruissellement qui est parfois défendu. Donc l'idée que les progrès technologiques, dans un premier temps, sont favorables aux inégalités, mais qu'après, cela mène à un enrichissement pour tous. Et enfin, les transhumanistes technoprogressistes, dont je fais partie, donc au service du progrès social, qui pensent que le progrès technologique peut être lié, et même est globalement lié au progrès en termes d'égalité, que donc ça signifie notamment qu'il faut des investissements publics, des investissements choisis par la collectivité. Alors, je voulais aussi déjà, dans cette introduction, dire quelques mots sur les domaines du transhumanisme. Qu'est-ce que c'est? Donc, le plus important, c'est les modifications, les améliorations de l'humain. Donc, ce dont je vais vous parler le plus aujourd'hui, c'est la question de la longévité. Mais il y a également les améliorations cognitives, donc les améliorations dans le cadre de l'intelligence, ou encore, plus important peut-être, et plus important à mon point de vue, de l'empathie, la capacité à nous aimer, à nous entendre, la capacité au bonheur. Et puis alors, il y a les capacités physiques, tout simplement, plus haut, plus loin, plus fort. Mais ça, c'est plutôt les journalistes et les gens qui, on va dire, qui s'intéressent aux aspects un peu folkloriques qui suivent cela. C'est très rare les transhumanistes qui vraiment investissent dans ces domaines-là. Et aussi, les transhumanistes s'intéressent à l'ensemble des questions qui sont liées aux progressions technologiques, l'intelligence artificielle sur laquelle nous reviendrons, la singularité que j'ai déjà abordée, tout ce qui est, je dirais, vertige, j'y reviendrai, et enfin la transition laborale, donc le fait d'avoir un monde dans lequel les automatisations, la robotisation permet de ne plus travailler dans un avenir qui pourrait ne pas être très lointain. Alors il y a d'autres avancées technologiques. Il y a dans le domaine environnemental tout ce qui est, je dirais ici, abondance renouvelable, donc les capacités à avoir de l'énergie solaire. Un jour peut-être, la Terre est le berceau de l'humanité, mais est-ce que nous resterons dans le berceau? Donc la question de s'étendre dans l'espace, qui est pour le moment assez médiatisée, notamment par Elon Musk, proche du transhumanisme. Et j'insiste beaucoup là-dessus, et j'y reviendrai encore plus longuement, la question des risques. Ici, moi je vous parle comme technoprogressiste, conscient des risques, donc le futur n'est pas certain, le futur n'est absolument pas certainement beau, dont parmi les risques celui de la dualisation, d'un monde dans lequel les riches et les pauvres, les inégalités s'accroîtraient, et avec comme priorité la mortalité, donc permettre à ceux et celles qui le souhaitent de vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé et peut-être un jour sans limitation de durée. Et c'est en fait la mortalité, l'immortalité, on utilise souvent le mot, mais à tort, qui est
vraiment le but pour lequel quasiment tous les transhumanistes se retrouvent. Quelques mots encore sur les choses qui sont possibles, les champs des possibles. Et donc, je voudrais dire que, évidemment, enfin, je pense que là-dessus, il y a plus qu'un consensus. Nous vivons une période de croissance des connaissances et une période de maîtrise de notre environnement qui est sans équivalent dans l'histoire de l'humanité. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le jour le plus beau de l'histoire de l'humanité, le plus positif. Enfin, ici, je parle en temps pré-Covid, parce que pour la période Covid, on pourrait discuter, mais c'est aussi le jour le plus dangereux pour l'histoire de l'humanité, et j'y reviendrai assez abondamment. Et de tous les futurs qui sont possibles, d'ici 20, 30, 40 ans, un futur qui ressemblerait beaucoup à notre monde actuel, c'est un des moins probables. Et comme les enjeux sont absolument énormes, c'est important d'y réfléchir. C'est important d'y réfléchir notamment par rapport à ce que j'appelle souvent le temps des vertiges. Donc, nous pouvons, grâce aux progrès technologiques, on pourrait même dire parfois à cause des progrès technologiques, avoir des réponses scientifiques à des questions qui sont des questions philosophiques et existentielles. Est-ce que le libre arbitre existe ou pas? Qu'est-ce que c'est que la conscience? Et est-ce que nous existons vraiment, depuis la caverne de Platon jusqu'à la théorie de la simulation, donc une théorie selon laquelle nous pourrions être en fait une création informatique. Alors, maintenant j'arrive peut-être à ce qui est pour moi une des incompréhensions que très souvent les gens ont par rapport à ceux qui sont intéressés et favorables au progrès technologique. Cette sorte de confusion, ou plutôt d'incompréhension que je remarque très souvent, c'est des gens qui disent oui, mais vous, transhumanistes, vous pensez que vous êtes favorable à tous les progrès technologiques et vous êtes certain que les choses vont bien se passer. Non, pas du tout, pas du tout. La prise de conscience par rapport aux risques technologiques est probablement même certainement plus importante chez les transhumanistes que chez les autres citoyens. Pas parce qu'ils sont plus malins, mais parce qu'ils examinent particulièrement les questions qui se posent à plus long terme, et parce que justement ils sont optimistes par rapport à la question de la longévité. Et une fois qu'on est optimiste par rapport à la question de la longévité, il faut se poser des questions de beaucoup plus long terme. Alors il y a beaucoup de choses qui pourraient mal tourner dans un environnement de progrès technologique. Il y a ce qu'on appelle les risques existentiels, donc les risques liés au nucléaire et également les risques liés aux autres armes. La question de l'intelligence artificielle générale qui pourrait mal tourner, qui pourrait un jour décider de nous éliminer, ou plus exactement d'ailleurs, qui pourrait avoir des conséquences qui sont non voulues, donc pas nécessairement en voulant du mal, pas nécessairement en étant consciente. Il y a bien sûr tous les risques environnementaux, principalement les risques liés au réchauffement climatique, mais aussi les risques biologiques, risques d'armes biologiques. En cette période de Covid, c'est très clair, et souvent on a cru que la Covid était créée, ce qui est presque certainement pas exact, mais les risques biologiques et les risques de disparition de la biodiversité sont extrêmement importants. Et puis, il y a tout ce qu'on ne sait pas sur les progrès technologiques. Donc, par exemple, ce qu'on ne sait pas, je ne vais pas vous le décrire, mais par exemple, les premières expériences nucléaires, la première expérience nucléaire, quelques semaines avant Hiroshima et Nagasaki, les scientifiques n'étaient pas absolument sûrs que ça n'aurait pas pour conséquence de déclencher une ignition, je ne trouve plus le mot en français, donc que l'ensemble de l'atmosphère s'enflamme. Ils n'étaient pas absolument sûrs, et donc on sait maintenant que ce n'est pas le cas, mais ça montre combien les progrès technologiques, même quand on n'est pas tout à fait sûr de ce qui va se passer, on a tendance à prendre des risques.
pourrait mal tourner aussi tout ce qui est, on va dire, monde dystopique, dans lequel les progrès technologiques mènent à des sentiments et à des situations de mal-être généralisé, un monde inégalitaire, j'y reviendrai peut-être. Et une des raisons que nous avons de nous inquiéter à ce sujet-là, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi. Donc l'être humain est, pour autant que nous sachions, le seul être vivant conscient, non seulement de la planète, mais de l'ensemble de l'univers. Et une des raisons qui est envisageable pour expliquer cette situation étrange, où, alors qu'il y a des milliards de planètes et des milliards même de galaxies, une des raisons qui est envisagée pour cela, c'est qu'à un moment, forcément, quand il y a des progrès technologiques, ils aboutissent à l'autodestruction, à la destruction de la civilisation. Donc les transhumanistes sont, comme je le disais, extrêmement soucieux en fait des risques technologiques. Et d'ailleurs, un des deux fondateurs avec David Pearce du mouvement transhumaniste, Nick Bostrom, est probablement aujourd'hui la personne la plus connue au monde pour l'étude des risques existentiels, particulièrement, risques existentiels, ça veut dire les risques qui pourraient mettre fin à l'histoire de l'humanité, particulièrement les risques liés à l'intelligence artificielle. Donc, Nick Bostrom est un fondateur de transhumanistes qui dit « Soyons particulièrement attentifs à ce que l'intelligence artificielle ne nous détruise pas ». Il a écrit un livre qui est vraiment la base, qui a été lu par tous les grands spécialistes du sujet, qui s'appelle « Superintelligence ». Et donc, comme je disais, notre optimisme de transhumaniste nous mène à une prudence qui est finalement beaucoup plus large. Moi, je le synthétise par cela, par cette slide. Donc, l'intelligence artificielle, et particulièrement l'intelligence artificielle dite générale, qui pourrait un jour dépasser l'intelligence humaine, il ne faut pas ni l'aimer ni la craindre, il faut l'aimer, ou en tout cas chercher à son développement, en étant prudent, donc l'aimer et la craindre à la fois. Et je pense que, particulièrement pour notamment Elon Musk, qui est, encore une fois, proche du transhumanisme sans se définir comme transhumaniste, c'est une chose extrêmement claire. Et donc pourquoi aussi est-ce que je vous raconte tout ça? Pourquoi est-ce que j'ai le plaisir ici d'être accueilli par l'association des athées, belge des athées, aussi parce que fondamentalement, je pense que les choix technologiques que nous faisons collectivement influencent le futur. Donc le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le choisir, disait quelqu'un. Il y a une avancée globale du futur, il y a une avancée globale des progrès technologiques, mais ces avancées globales, on peut décider de les diriger vers certaines choses. L'exemple le plus frappant, c'est 1957-1969, du premier objet dans l'espace, le premier Spoutnik, jusqu'au premier homme sur la Lune. Il n'a s'est passé que 12 années. C'est un progrès tellement extraordinaire qu'aujourd'hui encore, beaucoup de gens pensent que ça n'est pas exact. Et puis quand le déplacement dans l'espace, le déplacement de manière générale n'est plus devenu une priorité, ben, les choses se sont beaucoup ralenties. Par exemple, ce qui concerne l'aviation, de la fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui, bien l'avion le plus rapide du monde, l'avion civil le plus rapide du monde, il va moins vite aujourd'hui que dans les années 80. Donc l'Airbus aujourd'hui va moins vite que le Concorde. Donc quand il n'y a pas de choix technologiques vers une certaine direction, ben, les choses se tassent. Et comme vous l'aurez probablement deviné, pour moi comme pour bien d'autres, la priorité à avoir, c'est tout ce qui permet une vie en bonne santé beaucoup plus longue. Et donc voilà, c'est à ce moment-là que maintenant je passe à l'introduction au longévitisme, en commençant par
peut-être un petit rappel, enfin ce qui devrait être un rappel, mais peut-être que pour vous ça ne l'est pas. Aujourd'hui, comme chaque jour, dans le monde, à peu près, enfin plus de 160 000 personnes vont mourir. Et parmi ces 160 000 personnes, il y en a 110, 120 000, donc pas loin des 3/4, qui vont mourir de maladies liées au vieillissement. Et ça, c'est quelque chose qui est tout nouveau dans l'histoire de l'humanité. Pas que les êtres humains meurent, ça évidemment, mais que les êtres humains ne meurent plus que de maladies liées au vieillissement. Donc ici, qu'est-ce que c'est? Le bleu, c'est les décès de vieillissement, et le rouge, c'est les décès non liés au vieillissement, plutôt pris ici avec l'âge du décès. Donc vous n'avez que 5% des décès qui sont de personnes âgées de moins de 55 ans, dans un pays comme la France ou comme la Belgique, et 10% pour les personnes de plus de 45 ans. Donc une très très large majorité des décès. Mais ça, c'est tout nouveau. Donc il y a à peine 2 siècles, la proportion des gens qui mouraient de maladies liées au vieillissement, c'était moins du quart. La proportion des gens qui atteignaient l'âge de 55-60 ans, c'était moins du quart. Ce n'est pas que les vieillards n'existaient pas, mais les vieillards étaient l'exception dans la société, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu la règle. Et c'est devenu la règle pas seulement dans nos pays, c'est devenu la règle dans l'ensemble de la planète. Souvent, les gens qui vont, on va dire, qui se situent politiquement à gauche, comme moi, pensent oui, mais dans les pays du Sud, les gens meurent encore à 50 ans. Ça n'est plus du tout exact, sauf en Afrique subsaharienne. Et pour le reste de la planète, dans toute l'Asie, par exemple, l'espérance de vie a largement maintenant dépassé les 70 ans. Donc, le vieillissement, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et on ne sait pas tout. On ne sait pas tout et nous avons tendance à penser intuitivement que le vieillissement est un phénomène universel, mais non. En fait, c'est un phénomène qui est seulement, entre guillemets, extrêmement répandu. Il y a un certain nombre de formes de vie, comme les coraux, comme les éponges, comme les arbres, qui n'ont pas de mécanisme de vieillissement et qui donc restent, par exemple pour les séquoias, restent fertiles tout au long de leur existence. Mais par contre, quasiment tous les animaux ont ce mécanisme de vieillissement, et en tout cas tous les mammifères. En ce qui concerne l'être humain, la durée de vie s'accroît, comme vous le savez probablement, depuis maintenant, je dirais environ 150 ans, de 2 à 3 mois par année. Ça, de ce domaine-là, nous progressons. D'environ 1 mois par année pour ce qui concerne l'espérance de vie à 65 ans, mais de rien du tout, et je vais revenir là-dessus, pour les gens les plus âgés. Ça, c'est ce qui s'appelle Non, ça plutôt, c'est une petite... comment dire, un petit schéma qui montre la croissance de la longévité. Donc on gagne plus ou moins 2 à 3 mois par année, mais 122 ans reste le maximum encore aujourd'hui. Et depuis les années 50-60 du siècle passé, l'espérance de vie commence à progresser, et ça c'est une chose positive, même pour les gens qui arrivent à un âge relativement élevé. Donc par le passé, l'espérance de vie pour les gens qui avaient atteint l'âge de 65 ans, l'espérance de vie résiduaire, était relativement similaire. Donc la courbe que vous avez là vous montre l'espérance de vie à 60 ans en France, telle qu'elle a été depuis depuis le début du 19e siècle jusqu'à à peu près aujourd'hui. Et vous voyez qu'au début, l'espérance de vie ne progressait pas, et que maintenant, depuis les années 50, elle commence à progresser. Elle commence à progresser. Nous progressons très rapidement pour ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, nous progressons très rapidement pour ce qui concerne les cancers, donc les maladies cardiovasculaires ont diminué de
près de 50% à tranche d'âge égale ces 30 dernières années. Les cancers diminuent d'à peu près la mortalité à tranche d'âge égale de plus ou moins 1% par année. Par contre, pour les maladies neurodégénératives, nous ne progressons pas. Certains disent, mais je reviendrai là-dessus, que nous pourrions atteindre ce qu'on appelle la vitesse d'échappement à la longévité. Donc je vous ai dit, on gagne à peu près aujourd'hui 3 mois, un peu moins de 3 mois d'espérance de vie par année à l'échelon de la planète. On gagne parfois dans les pays les plus pauvres jusqu'à 6 mois par année. On pourrait imaginer que grâce au progrès de la médecine, on gagne bientôt 12 mois par année et donc chaque année, on ne s'approche même plus de son décès. On pourrait imaginer cela. On pourrait donc imaginer qu'on devienne immortel sans nous en rendre compte et que le vieillissement rejoigne un jour la rage, la peste et la choléra dans l'univers des, entre guillemets, merveilles de la nature dont nous avons décidé de nous débarrasser. Cependant, à cela, je voudrais apporter une nuance importante. Donc, ce qui va beaucoup mieux, contrairement à ce qu'on pense parfois d'ailleurs, c'est la durée moyenne de vie et aussi la durée moyenne de vie en bonne santé. Ça va aussi beaucoup mieux. Mais ce qui ne va pas mieux, c'est la durée de vie maximale. Et là, je souhaite insister là-dessus. Quand on pense au progrès technologique, et quand on pense particulièrement au progrès technologique, les gens les plus optimistes, ils vont être impressionnés par toutes sortes de progressions extrêmement rapides. Mais pour la durée de vie maximale, à ne pas confondre avec la durée de vie moyenne, nous progressons très très peu. Il y a plus de 2000 ans, mourait Terentia, la veuve de Cicéron, et elle mourait à l'âge de 103 ans, quelques années après Jésus-Christ. Et aujourd'hui, si vous décidiez si vous donniez à la personne la plus riche au monde, ou à l'organisation la plus puissante au monde, comme objectif, comme but, quels que soient ses moyens, comme but de faire progresser la durée de vie, quels que soient ses moyens, quelle que soit l'énergie, la science qu'elle dépenserait, il serait impossible de faire vivre une femme plus de 122 ans. C'est reste aujourd'hui le record absolu. Et donc c'était Jeanne Calment, décédée à 97. Et aujourd'hui, en fait, la femme la plus âgée au monde n'a que 118 ans. Et aussi, encore plus spectaculaire pour moi, vous donneriez tous ces moyens-là tout simplement pour faire vivre un rat ou une souris plus de 4 ans, eh bien, on n'y arriverait pas. Donc, un rat ou une souris qui ne serait pas génétiquement transformé. C'est impossible à ce stade. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour expliquer que les progrès sont rapides dans certains domaines, lents dans d'autres. Et alors, comment est-ce que nous pourrions progresser? Comment est-ce que nous pourrions progresser pour la longévité? Alors, il y a beaucoup de pistes. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de toutes les aborder, toutes les pistes, mais je voudrais quand même vous donner rapidement la liste de ce qui est envisageable. Premièrement, il y a les produits, donc rapamycine, metformine, statine, aspirine, de très nombreux produits qui sont utilisés dans le cadre médical peuvent, lorsqu'ils sont donnés à des personnes en bonne santé, légèrement légèrement faire progresser l'espérance de vie. Mais il s'agit seulement de quelques années d'espérance de vie en bonne santé. Ça ne fait pas des résultats extraordinaires. Et donc, il est très peu probable, malheureusement, que la pilule d'immortalité, ça soit un produit de type médical classique. Par contre, ce qui est beaucoup plus envisageable, et pas tellement à long terme, à mon avis, ce sont les thérapies géniques. Donc, vous savez tous probablement que ces dernières années, il y a des développements extrêmement rapides pour ce qui concerne toutes les techniques dites CRISPR, donc toutes les techniques qui permettent
de modifier les gènes d'animaux et même d'êtres humains de manière de plus en plus précise. Et vous ne savez probablement pas que la durée, mais j'ai commencé à l'aborder, mais que la durée de vie maximale des animaux, particulièrement des mammifères, et des autres et des vertébrés dans leur ensemble, elle est fixée génétiquement de manière assez précise, de manière même très précise, de manière très précise, mais avec une forte diversité. Par exemple, vous avez sur deux photos de caméléons de Madagascar, de deux espèces relativement proches. Un des caméléons a la durée la plus courte de toutes les espèces de vertébrés terrestres, il vit quelques mois, tandis que l'autre peut vivre plus de 10 ans. Ça veut dire que des changements relativement faibles du patrimoine génétique peuvent mener à des changements tout à fait considérables dans la durée de vie. Donc c'est pour moi la piste numéro 1 pour lutter pour une vie beaucoup plus longue en bonne santé, mais ça n'est pas pour demain, évidemment, quand même, notamment parce que nous ne savons pas encore aujourd'hui comment pouvoir faire des thérapies géniques en matière favorable au vieillissement. On connaît beaucoup de thérapies géniques, mais pas dans ce domaine-là. Alors pour le reste, je ne vais pas aller dans les détails, mais je voudrais dire qu'un autre domaine d'espoir, c'est tout ce qui concerne les nanotechnologies, donc la possibilité à moyen ou à long terme de créer des mini-robots qui vont permettre d'éliminer les substances toxiques dans le corps, qui vont permettre de remplacer les cellules, qui vont permettre de lutter contre les virus, comme on le sait, que ce n'est pas encore pour demain, encore une fois. Il y a les pistes liées à la régénération et à tout ce qui est cellules souches, les pistes liées aux questions de renouvellement des organes également grâce aux cellules souches, microchirurgie, plasma rajeuni, plasma et sang rajeuni, ce serait mieux avec un S. Donc c'est tout ce qui est expériences qui sont faites actuellement et pour lesquelles d'ailleurs Health soutient un certain nombre de recherches. Donc les recherches qui sont effectuées afin de modifier la composition du sang d'animaux et qui ont des effets de régénération assez considérables. Alors, ce qui est également, à la mode aujourd'hui, c'est toutes les études sur les sénolytiques. Ce sont des produits qui détruisent les cellules âgées du corps, celles de nos cellules qui ont des effets néfastes sur l'ensemble de l'organisme. Et puis alors, pour mémoire, mais il y a tout ce qu'on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on découvre au point de vue scientifique bien après. Dans un domaine plus général, ce qui permet d'avancer considérablement au point de vue des recherches en matière de santé, c'est évidemment l'accélération des progrès technologiques, l'accélération des progrès informatiques grâce à ce qu'on appelle, mais c'est entre guillemets, la loi de Moore, donc le fait que la puissance informatique est multipliée à peu près par 2 tous les 18 mois. Et cette loi de Moore, même si ce n'est pas une loi, c'est une conjoncture, cette loi de Moore est encore plus rapide pour tout ce qui concerne le séquençage de l'ADN, pour lequel on fait vraiment des progrès absolument considérables. Et comme j'expliquais, les thérapies géniques sont basées comme vous le savez, les thérapies géniques sont basées sur la composition de l'ADN, ce qui donc donne des perspectives remarquables. Ceci dit, pour parler un petit peu des développements récents liés à la Covid, il est clair aussi que des capacités informatiques, des capacités de stockage des données, des capacités de traitement des données et des recherches scientifiques rapides ne sont pas encore suffisantes pour tous les progrès de santé qui sont nécessaires. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez spectaculaire, mais de manière, je dirais, presque négative, des évolutions concernant le virus actuellement. C'est que nous n'arrivons pas à maîtriser quelque chose de relativement simple. Et aussi, pour moi comme longévitiste et pour d'autres comme longévitistes, le fait que
l'opinion publique ne perçoit toujours que relativement le fait qu'en fait, la Covid, c'est une maladie liée au vieillissement et que donc il faut une approche globale de ces affections-là et pas seulement une approche ciblée. Alors, maintenant, après cette approche sur, on va dire, les aspects scientifiques, je voudrais faire une petite approche des aspects sociaux. Quelques conséquences pour la collectivité donc d'une vie en bonne santé beaucoup plus longue. La première, c'est plus d'attention à l'environnement. Donc, parfois on dit, bah oui, si vous êtes favorable au progrès technologique, ça veut dire que vous vous moquez de la nature. C'est plutôt le contraire. Si vous êtes favorable au progrès technologique et que vous souhaitez que cela vous sert pour pouvoir vivre des siècles, eh bien, il est pour cela absolument nécessaire d'avoir un environnement durable. Pour pouvoir avoir un corps durable, nous ne pouvons pas fonctionner sans une planète qui ne s'épuise pas. Par ailleurs, les personnes qui avancent en âge ont tendance à avoir une moindre consommation. Par ailleurs, les personnes qui avancent en âge prennent moins de risques financiers. Et puis, et de manière, je dirais, anti-intuitive, il y a également le fait que la question de la surpopulation que l'on pose souvent, il n'y a pas de risque de surpopulation dans des populations qui avancent en espérance de vie. Donc là, vous avez, issu d'un site que je vous conseille si vous ne connaissez pas, Gapminder, un site exceptionnel en termes de mise à disposition d'informations, vous avez la comparaison de l'espérance de vie qui est à la... que je ne me trompe pas, qui est à la flûte, une comparaison de l'espérance de vie et du nombre d'enfants par femme en 1968 et en 2018. Et donc, mais c'est... Sorry. Et donc, en 1968, dans la plupart des pays du monde, oui, ça y est, maintenant j'y arrive. En 1968, dans la plupart des pays du monde, l'espérance de vie était courte, donc à la verticale, vous avez la durée de l'espérance de vie, et le nombre d'enfants par femme était extrêmement élevé. Alors que maintenant, en 2018, l'espérance de vie pour la grande majorité des pays du monde, sauf l'Afrique subsaharienne qui est représentée en bas par les pays en bleu, l'espérance de vie est beaucoup plus élevée et le nombre d'enfants par femme est beaucoup moins élevé. Et en fait, durant ces dernières décennies, la croissance de la population a en fait déjà tendance à diminuer, particulièrement dans les pays riches et particulièrement dans les pays où l'espérance de vie est longue. Non seulement cela, mais même dans des pays comme le Japon, comme la Corée du Sud, il y a un problème de décroissance démographique. Un pays comme le Japon, où la durée de vie est extrêmement longue, perd 500 000 habitants par année des suites du vieillissement. Des suites d'un nombre d'enfants faible. Également extrêmement important, les coûts des soins de santé. On pense très souvent intuitivement que les coûts de soins de santé sont liés à l'avancée en âge, mais non, les coûts des soins de santé sont liés au fait qu'on approche de la date du décès ou pas. Et donc quand vous avez des progrès de santé qui permettent une vie plus longue, eh bien en fait vous avez moins de coûts qu'auparavant et pas plus de coûts qu'auparavant. Ici vous avez notamment le schéma qui est en jaune, c'est la comparaison des coûts de soins de santé entre la dernière année de vie aux États-Unis et une année ordinaire de vie. Donc vous voyez que c'est considérablement plus durant la dernière année de vie. Et donc, encore une fois, quand vous arrivez à gagner des années d'espérance de vie, vous arrivez à faire des économies considérables. Il y a aussi le fait qu'une population qui avance en âge est plus heureuse. Quand on interroge les citoyens sur
leur niveau de bien-être, il y a une sorte de courbe en U du bonheur. Les gens jeunes sont plutôt plus heureux, les gens d'âge mûr, enfin moyen, sont moins heureux, et puis les gens qui avancent le plus en âge, 60, 65, 70, sont à nouveau plus heureux, sauf vers l'extrême fin de la vie, mais là c'est à cause de mécanismes de dégradation. Mais surtout, et probablement plus important, surtout dans un monde dans lequel la technologie permet de plus en plus offre de plus en plus de risques de ce qu'on appelle parfois la démocratisation de la violence, donc de facilitation de la violence. C'est important de savoir que les personnes, lorsqu'elles avancent en âge, sont de moins en moins violentes. Et donc c'est vraiment une caractéristique des sociétés que plus la société est une société âgée, plus la société est une société pacifiée. Parce que donc la sagesse n'attend pas le nombre des années, mais il n'empêche que le nombre des années favorise la sagesse. Et peut-être qu'un jour on pourrait vivre tout à fait sans vieillissement. Et qu'est-ce que ça voudrait dire alors? Ça voudrait dire que nous aurions le choix. Nous aurions le choix de vivre beaucoup plus longtemps ou pas. Donc, malgré cette illusion parfois qu'on entend, ben oui, on serait obligé de vivre, ce serait absolument horrible parce qu'on serait obligé de ne pas vieillir. Non, évidemment, on en serait libre. Et donc, ça ne serait pas plus obligatoire que l'électricité, l'eau courante et la médecine, mais que tout le monde aujourd'hui utilise. Nous aurions plus de temps pour nous attaquer aux autres causes de mortalité. Nous aurions donc plus de temps pour, en fait, permettre aux femmes et aux hommes d'être en bonne santé et d'être en bonne santé psychologique aussi beaucoup plus longtemps. Plus d'envie d'échapper aux autres causes de mortalité, dont les risques existentiels. Plus de temps pour envisager les vertiges, dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure. Et plus de temps pour envisager les conséquences d'une société technologiquement beaucoup plus efficace, beaucoup plus performante, et donc notamment ce qu'on appelle la transition laborale. Mais alors, pourquoi est-ce que, et comment est-ce qu'on a appris à aimer la mort de vieillesse? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les citoyens disent très très souvent « ben non, ça n'est vraiment pas souhaitable cela ». Mais ça, c'est probablement... Je préfère expliquer cela d'abord par une fable d'Ésope, reprise par La Fontaine, le renard et les raisins. Donc le renard voit des raisins absolument appétissants, mais ces raisins, ils sont inaccessibles pour lui. Et donc à un moment, il dit non, ces raisins, ils doivent être mauvais, ils doivent être sûrs, et je n'en veux pas. Eh bien, pour ce qui concerne la lutte contre le vieillissement, c'est la même chose, mais ça porte un nom qui s'appelle la théorie de la gestion de la terreur. Donc le fait que nous savons que nous allons mourir de vieillissement, que nous n'avons pas le choix aujourd'hui, c'est insoutenable, c'est inévitable, et l'espoir, c'est un poison. Donc le fait d'imaginer qu'on puisse y échapper rend la lutte... Non, le fait qu'on puisse imaginer d'y échapper rend cette évolution encore plus difficile pour nous. Donc il faut que nous nous racontions des histoires, il faut que nous nous expliquions que la mort, le renouvellement, le cycle de la vie, c'est une bonne chose. Et évidemment, ce qui a été utilisé le plus dans l'histoire de l'humanité pour cela, ce sont les religions. Donc les religions ont deux, on va dire, aspects qu'on retrouve quasiment partout. D'une part, l'explication du monde, et puis, et surtout, le fait qu'il y aurait quelque chose après la mort. Donc ce quelque chose après la mort a été imaginé par vraiment quasiment toutes les religions, et toutes les religions au départ, et souvent les religions au départ d'ailleurs, sont vraiment des sortes de mécanismes pré-scientifiques pour chercher à échapper à la mort vraiment physiquement.
aujourd'hui, en tout cas pour la plupart des chrétiens, il y a une sorte d'ambiguïté par rapport à la mort. Les chrétiens, et un peu moins peut-être, mais les autres religions, vont, comment est-ce qu'on dit, comment peut-on expliquer cela, vont admettre qu'il y a la mort et affirmer qu'il y a quelque chose après la mort, mais jamais vous ne verrez, par exemple, un prêtre qui fait une oraison funèbre dire qu'il se réjouit du fait que la personne est décédée, comme ça elle va se retrouver au paradis. Donc cette croyance dans un au-delà a tendance à diminuer. Et pour les athées, c'est encore plus difficile. Pour les athées, évidemment, l'absence de toute perspective au-delà du décès fait qu'il est absolument nécessaire, malgré tout, de transformer de manière inconsciente notre fin en quelque chose de, si pas globalement positif, en tout cas d'absolument nécessaire. Et un des moyens de rendre cela, on va dire, plus acceptable, un des moyens par rapport à cela, c'est d'expliquer que si nous vivions beaucoup plus longtemps, ça se passerait mal parce qu'il y aurait la surpopulation, parce qu'il y aurait des inégalités, parce que globalement ce serait un monde dystopique, alors qu'en fait non. Alors qu'en fait, peut-être que dans quelques décennies, nous aurons un monde pas tellement différent du monde d'aujourd'hui, mais dans lequel les femmes et les hommes pourront vivre beaucoup plus longtemps. Et je pense que tant que l'homme saura que sa fin est proche, il ne sera jamais pleinement décontracté. Voilà, ça c'est déjà presque la fin. Avant les questions-réponses. Mais maintenant, une chose importante, c'est comment est-ce que les choses se passent aujourd'hui dans la recherche. C'est surtout des sociétés privées qui investissent, dont Google, via une société qui s'appelle Google Calico, dont un peu Facebook, via ce qui s'appelle la Chan Zuckerberg Foundation, et très peu, même en fait pas du tout, les pouvoirs publics. Donc nulle part au monde il n'y a une organisation publique qui a comme but officiel de lutter contre le vieillissement. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui doit, enfin pour moi et pour d'autres longévitistes, qui devrait changer. Parce que les entreprises, mais aussi et plus encore les États, doivent investir dans ce domaine parce que le droit à la santé, le droit à la vie, en fait, c'est le droit humain le plus fondamental, c'est la condition en réalité pour tous les autres droits. Et stagner, ça s'apparente, à mon avis, stagner, ne pas faire de recherche scientifique, ça s'apparente à de la non-assistance à personne en danger pour des milliards de personnes partout dans le monde, parce que les progrès dans ces domaines-là sont réalisables, enfin sont exactement envisageables, ils ne sont pas certains, mais ils sont totalement envisageables en fonction de nos capacités technologiques d'aujourd'hui. Donc finalement, cette question-là, c'est aussi une question d'égalité. Donc aujourd'hui, nous avons progressé tout à fait considérablement dans les aspects d'égalité des genres, dans les aspects d'égalité entre riches et pauvres, dans les aspects d'égalité selon les origines sociales, culturelles et autres, mais nous n'avons quasiment pas progressé dans les aspects d'égalité entre les personnes âgées, qui se dégradent petit à petit, et les personnes plus jeunes. Et donc, parce que c'est une question de santé que nous ne maîtrisons pas encore. Voilà, si vous n'avez pas le temps aujourd'hui, n'hésitez surtout pas à envoyer un courriel. Je réponds toujours avec plaisir aux gens, surtout s'ils ne sont pas d'accord avec moi, mais vous pouvez être d'accord aussi. Il y a quelques livres sur le sujet, mais il y a aussi une lettre mensuelle qui s'appelle La mort de la mort que vous pouvez consulter et vous abonner gratuitement au moins jusqu'aux 2 prochains siècles.
Et voilà, j'avais mis une citation en latin équivalente de « Il faut vaincre la mort », mais j'ai oublié de retrouver la bonne. Voilà, merci pour votre attention jusqu'ici. Et maintenant, les questions. Un tout grand merci à notre conférencier pour la présentation de ses recherches et réflexions. Même si vous avez déjà répondu en partie à certaines des questions, donc je lis les questions reçues dans leur intégralité. La première reçue est la suivante. Comment concilier l'allongement de la longévité pour tous, point d'exclamation, et la croissance démographique que cela entraînerait inévitablement et un avenir écologiquement soutenable? En effet, vous en avez déjà parlé, mais je vous laisse peut-être le rappeler ou le dire en d'autres termes. Je dirais presque de manière un peu provocatrice, si on souhaite une décroissance démographique, le meilleur moyen, c'est d'avoir une vie plus longue en bonne santé. Donc, comme je disais tout à l'heure, quand on va voir les évolutions, évidemment, c'est une combinaison d'évolutions, mais il y a une corrélation extrêmement forte entre la durée de vie et le nombre d'enfants par couple, et une corrélation inverse, c'est-à-dire que plus les gens vivent longtemps, moins ils ont d'enfants. La situation actuelle dans les pays en dehors de l'Afrique subsaharienne, c'est vraiment que nous sommes déjà quasiment dans une phase de décroissance. Donc, de nombreux pays, donc Japon, Russie, Corée du Sud, ont un nombre d'enfants par femme inférieur à 2. Donc, vraiment, ce problème-là de décroissance et de croissance démographique n'est pas un problème qui se pose si nous arrivons à vivre beaucoup plus longtemps, et aussi tout simplement parce que si nous savons que nous allons vivre sans limitation de durée, ou en tout cas beaucoup plus longtemps, ben forcément on aura tendance à être beaucoup plus prudent. Donc ce ne sera plus seulement être prudent pour les générations suivantes, mais ce sera être prudent pour nous-mêmes dans un siècle. Voici la deuxième, qui est plutôt une réflexion assez longue. Attention aux nouveaux gourous de la pensée laïque et athée, voire athéo-mystique. Cela peut être aussi dangereux que les gourous religieux. La base reste le doute dans tous ces états, le libre examen et la réflexion critique basée sur des faits probants. Nous le voyons très clairement dans cette crise qui génère des fake news chaque jour. Enfin, il termine par dire « restons vigilants ». Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Oui, donc je vais partir du principe que, on va dire, l'interrogation, accusation, c'est que les transhumanistes seraient des gourous. Et parfois, on entend ça, les transhumanistes comme une forme de religion. Donc je pense qu'en ce qui concerne le doute, enfin, j'espère que j'ai été clair, le futur n'est pas quelque chose qui est inscrit. Et si le futur était quelque chose si je pensais que le futur était quelque chose d'inscrit, eh bien, je ne serais pas ici pour discuter. J'attendrai que le futur vienne. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est que les transhumanistes ne promettent pas un monde, c'est peut-être encore un complément de cela, mais ne promettent pas un monde qui va être forcément meilleur et absolument extraordinaire. Donc ils sont bien conscients du fait que les évolutions technologiques comportent des risques tout à fait considérables qui pourraient mettre fin à l'histoire de l'humanité. Je pourrais vous dire que parmi les transhumanistes que je n'ai pas encore cités, un qui a écrit un livre sur la mort de la mort, David Wood, il dit parfois, moi je pense qu'il y a à peu près 30 chances sur 100 que ça se termine vraiment extrêmement mal. Mais donc, pour diminuer ces risques, un des moyens les plus efficaces est de concentrer nos énergies vers les progrès technologiques qui sont les plus favorables à l'humanité, dont tout ce qui est les questions de santé et de résilience. Merci. La troisième question, vous avez parlé à un moment donné de la conscience.
un auditeur ou téléspectateur demande comment vous la définissez, la conscience. Alors là, on entre dans les questions absolument vertigineuses. Et donc, nous ne savons en fait pas exactement ce que c'est la conscience, et ça fait partie de longs débats. Je ne suis pas suffisamment spécialiste pour pouvoir répondre à cela, mais je dirais que dans le cadre transhumaniste, une des questions qui se pose le plus, c'est la question de savoir si un jour l'intelligence artificielle nous dépassera et si un jour cette intelligence artificielle deviendra consciente. Attention, c'est deux questions différentes. Le fait qu'on peut imaginer une intelligence artificielle totalement supérieure à l'humain sans avoir de conscience, et par certains aspects, c'est même plus, c'est plus inquiétant qu'une intelligence artificielle qui serait consciente. Déjà, je veux dire, ce que nous avons tous dans la poche, notre smartphone, est capable d'opérations qui autrefois ça a été considéré comme de l'intelligence tout à fait supérieure à ce que peut réaliser l'humain, on pense, sans aucune forme de conscience. Voilà, mais après, qu'est-ce que c'est que la conscience? Je passe parce que ce n'est pas tout à fait le sujet, c'est une question passionnante. Ce qu'il y a, c'est que l'objectif, en tout cas de la plupart des transhumanistes, c'est de permettre aux êtres conscients dont nous sommes de vivre le plus longtemps possible et de la manière la plus harmonieuse possible. Merci. C'est vrai que c'est une question difficile qui a été posée par un des membres de notre association. On peut peut-être lui proposer de faire une conférence à ce sujet-là plus tard. Alors la question suivante, dans le cas de risques qui menaceraient l'existence de toutes les formes de vie, ne faudrait-il pas privilégier la coopération à la compétition? Oui, bien sûr, bien sûr. Et ça, donc, comme technoprogressistes, c'est clair que nous mettons l'accent sur le fait que les progrès technologiques sont parfois une forme de compétition, sont parfois une forme de coopération. Je faisais partie, là je vais vous avouer, je faisais partie des gens optimistes, on va dire, après 4 ou 5 mois de la Covid, en entendant des merveilleuses déclarations sur la lutte contre la Covid bien commun, sur le fait que les vaccins devraient, on va dire, échapper aux législations sur les brevets. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme cela, même si c'est une chose absolument positive pour moi que nous sommes dans cette crise mobilisés plus que jamais auparavant pour les personnes les plus âgées et les plus faibles, puisque la moyenne d'âge des gens qui décèdent de la Covid, c'est 81 ans. Mais donc je voudrais revenir, donc c'est très important, les progrès technologiques et la concurrence, ce n'est pas des choses qui vont ensemble, bien au contraire, même dans certains cas. Donc nous souhaitons qu'il y ait plus de moyens publics pour plus de recherche en matière de longévité. Et je dirais presque que ceux qui disent attention, attention, les nouvelles capacités en matière de santé, ça risque d'être seulement pour les riches. Bien oui, s'ils ont du succès et s'ils arrivent à bloquer les recherches venant du secteur public, eh bien, il y a un risque plus important que ce soit pour les riches, en tout cas durant une phase transitoire. La question suivante. Nombre de jeunes et de moins jeunes ne croient plus en l'avenir. Ils pensent notamment à la crise des valeurs, à l'accroissement des inégalités, au réchauffement climatique, aux risques liés au nucléaire, etc. Au point de ne pas avoir envie d'avoir d'enfants. Ils souhaitent d'ailleurs bien souvent une alternative au progrès, une décroissance, la désacralisation de la technique. Pensez-vous qu'ils aient tort ? Alors plusieurs choses. D'abord, cette idée que auparavant les choses allaient mieux et que donc le passé était plus joli, c'est quelque chose qui existe depuis, peut-être pas depuis le début de l'humanité, mais en tout cas depuis des millénaires. Donc l'idée que les jeunes d'aujourd'hui sont plus violents,
l'idée que les gens sont moins respectueux les uns vis-à-vis des autres, etc. Donc ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, évidemment que les progrès technologiques comportent des risques, ça je le dis et je le redis. Et la question de la décroissance, moi je suis membre du mouvement écologiste, même si je ne suis plus très actif, mais membre du mouvement écologiste depuis plus de 30 ans. Évidemment que la question de la décroissance est une question importante, mais il y a décroissance et décroissance. Donc on peut imaginer, et il est même nécessaire d'avoir une décroissance dans l'utilisation d'un certain nombre de biens et de matières premières, mais cette décroissance de l'utilisation peut se faire notamment par les progrès technologiques, et si elle ne se fait pas par les progrès technologiques, alors elle se fera par des situations qui pourraient être tout à fait catastrophiques et qui pourraient renforcer les inégalités. Voilà en quelques mots. Et oui, donc il y a un certain nombre de jeunes qui sont favorables, on va dire, ou des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, qui sont favorables à l'arrêt des progrès technologiques. Moi, je pense que les questions environnementales et les questions technologiques sont des questions complémentaires et que ne sont pas exclusives les unes des autres. Et l'Association française transhumaniste Technoproc a réalisé, il y a un an maintenant, un document qui s'appelle le Manifeste viridien, par rapport à toutes les questions liées à l'environnement. Et nous avons tenu, il y a quelques jours, une conférence, enfin 2 jours de conférence, en fait, un jour en français, un jour en anglais, à propos de toutes ces questions-là. Et on continue à réfléchir sur ce domaine-là, même si ça sort du domaine directement de la longévité. L'accroissement de la durée de vie serait donc un facteur d'égalité et de stabilité sociale pour vous? Oui, donc je dirais que aujourd'hui, la durée de vie varie selon beaucoup d'éléments, mais un des éléments les plus déterminants, c'est évidemment c'est l'origine sociale. Donc, et donc, si des progrès scientifiques permettent un jour à ceux qui le souhaitent et avec des investissements publics pour permettre que ce soit accessible à tous, si des progrès scientifiques permettent un jour donc de vivre sans limitation de durée, alors ce sera évidemment accessible à tous. Ne soyons pas trop pessimistes, je veux dire, les progrès technologiques précédents, les progrès médicaux précédents, que ce soit les greffes, que ce soit la vaccination, la chirurgie, etc., se sont répandus assez rapidement dans l'ensemble de la population. Et aujourd'hui, en tout cas dans les pays du Nord, la couverture, enfin dans les pays relativement riches, la couverture de santé concerne quasiment l'ensemble de la population. Mais ce n'est pas gagné pour le futur d'avance, mais encore une fois, les investissements collectifs là-dedans sont un aspect extrêmement important. Si, vraisemblablement la dernière question. À un moment de votre présentation, vous avez parlé de l'humain, seul être conscient de l'univers. Ouais. Dans un univers où des milliers d'exoplanètes ont été trouvées, pensez-vous que cela soit possible? Mais donc ça c'est peut-être d'abord quand j'ai dit le seul être conscient, c'est le seul être. Il y a d'autres êtres conscients parmi les animaux. Il y a donc les chimpanzés, les éléphants. Enfin bon, d'accord. Mais je veux dire le seul être conscient capable de s'interroger sur lui-même et capable de modifier, on va dire son propre environnement pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs. Maintenant, donc, c'est ce qui s'appelle le paradoxe de Fermi. Comment se fait-il que nous soyons, pour autant que nous le sachions, seuls dans l'univers, la seule forme de vie d'ailleurs dans l'univers? Alors, il y a beaucoup d'explications qui ont été données. Donc, si vous faites des recherches sur paradoxe de Fermi, vous en verrez beaucoup. Je vais en donner quelques-unes. Il y a une explication qu'on appelle la théorie du zoo, c'est-à-dire qu'en fait, des êtres intelligents nous auraient découverts, mais auraient décidé de ne pas toucher à nous, et donc auraient créé un environnement artificiel fermé. Ça, c'est une première théorie. Il y a une autre théorie qui est tout simplement que la vie, et plus encore le développement de l'intelligence,
c'est quelque chose d'extrêmement improbable, et tellement improbable que ça ne s'est passé qu'une fois ou l'autre. Mais une autre théorie qui est la plus inquiétante, c'est la théorie du goulet d'étranglement. C'est donc qu'à un moment dans le développement de formes de vie, à un moment, quelque chose bloque et quelque chose donc rend impossible les développements ultérieurs. Et parmi ces possibilités, il y a l'idée que l'intelligence, lorsqu'elle se développe, à un moment aboutit à son autodestruction. Donc, dans toute l'histoire de l'humanité, jusqu'au XXe siècle, dans toute l'histoire de l'humanité, le monde était dangereux en fonction de ce qu'il était, pas en fonction de ce que nous étions. Depuis l'invention de l'arme nucléaire, nous savons que nous sommes capables, que le monde est dangereux non seulement en fonction de ce qu'il est, mais en fonction de ce dont nous sommes capables. Et ce n'est pas du tout inimaginable que les progrès technologiques rendent possible, par exemple, des armes qui seraient tellement facilement accessibles qu'elles aboutissent à notre destruction. Et c'est une des raisons pour lesquelles moi je suis attaché aux recherches en matière de santé, parce que utiliser prioritairement les développements de l'intelligence, les développements de la technologie pour tout ce qui est favorable à la résilience diminue le risque que nous l'utilisions pour quelque chose de dangereux. Ça diminue, mais ça ne le supprime pas. Et puis aussi parce que, ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'un jour, si nous arrivons à ne plus mourir de maladies liées au vieillissement, la vie deviendrait quelque chose de tellement absolument précieux que non seulement ça ne serait pas, comment est-ce qu'on peut dire ça, non seulement ce ne serait pas envisageable qu'on se tue les uns les autres, mais ce serait même plus conceptuel, ce serait inconcevable. Et donc ça diminuerait considérablement les risques de destruction de l'humanité. Mais ça ne les supprimerait pas, je mentirais en disant, peut-être pour revenir aussi à une question précédente, les certitudes, le doute, etc. Autant pour les questions de longévité et les questions de progrès en matière de santé, pour moi, il n'y a vraiment pas photo, mais ce serait intéressant d'avoir des questions, à mon avis, sur tout ce qui est... pourquoi est-ce que tant de gens pensent que ça n'est pas souhaitable. Okay, donc autant pour moi, pour tout ce qui est longévité, il n'y a pas photo, autant pour ce qui concerne les progrès technologiques, c'est vraiment extrêmement compliqué de savoir que faire. Si je pouvais décider d'appuyer sur un bouton pour créer une intelligence artificielle supérieure à l'humain tout de suite, je ne le ferais probablement pas parce que je ne serais pas sûr que ça se passerait bien. Encore une fois, je vous remercie très chaleureusement de nous avoir fait part de vos recherches et réflexions. Et donc, en guise de conclusion, on pourrait dire que vous nous avez informés sur un sujet sur lequel nous ne sommes bien évidemment pas tous d'accord. Mais vous nous avez invités à réfléchir à comment travailler au progrès. Mais pas n'importe quel progrès. Le progrès dans le sens de l'amélioration de notre vie à tous. Ce progrès qu'on n'arrête pas, pensez-vous, mais qu'on peut canaliser. Ce progrès suppose que la science y contribue et que l'État peut et doit permettre les avancées scientifiques. Le droit à la santé est un droit de l'homme, ou plutôt, dit-on maintenant, un droit humain, ou homme avec H majuscule. Vous avez été nombreux à nous écouter et à vous faire part de vos réflexions ou de vos questions, et notamment par rapport à certaines de vos valeurs, celles de la coopération notamment, et nous vous remercions évidemment pour vos interventions. Donc au nom de notre association, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée. À bientôt, nous l'espérons en présentiel lors de nos prochaines activités. Merci aussi à Jean-François pour l'aspect technique parce que c'est assez compliqué de
d'assembler toutes les contraintes qui sont les nôtres en ce moment. Mais voilà, j'espère que nous y sommes arrivés, que vous avez passé une bonne soirée. À très bientôt.